Bienvenue au SAV de la Tech, le podcast bimensuel qui répond aux questions non techniques des gens de la tech. Je suis Jérémy Giraud, Engineering Manager, et maintenant expert en rédaction Docker. Et je suis Adrien Joly, réparateur professionnel des bugs que produisent mon équipe. Ça tombe bien, j'ai un problème avec ma machine à laver. Ah non, tu vas pas t'y mettre aussi. Heureusement, je suis pas encore compétent sur les machines à laver, c'est déjà ça. Alors Adrien, est-ce qu'on a une question aujourd'hui ? Tout à fait, on a une question de Sébastien. Est-ce que tu es prêt à l'entendre ? Avec grand plaisir, lis-nous ça. Ça va, elle est pas très longue. Mes collègues se fâchent, soufflent et rechignent quand je propose des améliorations de leur code dans leur pull request et ou via des propositions de guidelines clean code. Que faire ? Change de métier. Ok, on a fini. Merci d'être resté avec nous pendant cet épisode. Donc là, il y a beaucoup d'anglicisme dans cette question. On va essayer peut-être de reformuler un peu en français. Si je comprends bien, en fait, Sébastien souffre du fait que le code qu'écrivent ses collègues sont pas à la hauteur de ce qu'il espérait, en termes de lisibilité peut-être, ou peut-être en termes de conception, d'architecture, et que parfois il essaye de leur proposer des améliorations ou de leur dire que c'est pas à la hauteur, soit après que le code a été écrit, donc au moment de l'intégration dans la codebase, soit il fait des propositions de guidelines, donc il fait des propositions de nouvelles règles que l'équipe devrait suivre, dans l'espoir que ça améliore la qualité du code et sa lisibilité, si j'ai bien compris. C'est ce que tu interprètes aussi dans la question ? Oui, tout à fait. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que je comprends pas trop. Je fais un peu l'avocat du diable parce que j'ai un ressenti, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir du clean code, par exemple, tu vois ? Déjà, c'est quoi du clean code et c'est quoi l'intérêt ? T'as une idée là-dessus ? Alors, j'ai pas envie d'aller dans cette direction-là. Je suis un adepte de clean code et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très partagé. Qu'est-ce que du code clean ? C'est quelque chose probablement d'indéfinissable et de peu partagé. Donc j'ai pas vraiment de bonne réponse à cette question. Toi, tu as fait du craft, donc je pense souvent à toi. Je distingue souvent deux types de code. Le code ingénieur qui justement ait la capacité d'empiler un maximum de choses, même si c'est totalement bancal, et le côté craft, qui serait, on va dire, l'art et la subtilité d'écrire justement du bon code qui est maintenable dans le temps. Oh, ça me touche que tu aies cette image du craft. Je réagis un peu sur la réaction de l'ingénieur qui empile des trucs. Ça donne un peu une image presque connotée négativement, quoi. C'est pas beau, mais ça marche, quoi. Ouais. Moi, c'est un peu l'image que j'ai plutôt des gens qui ont fait soit qui sont autodidactes, ou soit qui ont commencé avec des bootcamps ou des trucs comme ça, où t'es obligé de te débrouiller à faire quelque chose qui marche dans un temps court. L'ingénieur, j'ai plus de mal à décrire de manière générale, on va dire. Ce que je retiens du point que tu disais avant, c'est que en fait, c'est difficile de dire qu'est-ce que c'est que du code clean, quoi, parce qu'en vrai, il y a de l'opinion, il y a de la subjectivité, quoi. Ouais. T'as un certain code, si je prends un même fichier, quoi, je le montre à 10 personnes, certains vont trouver ça très beau et d'autres vont trouver ça très moche, parce que c'est l'opinion, quoi. On n'a pas tous les mêmes sensibilités. Alors après, quand on dit clean code, ce qui est ambigu, c'est qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça, de Robert Martin, que j'ai lu, et qui est, personnellement, je trouve très intéressant, même si, comme beaucoup de choses, il ne faut pas l'appliquer de manière dogmatique. Il y a pas mal de concepts intéressants dedans, qui disent par exemple que si tu crées des fonctions où il y a plus de 3 paramètres, ça veut probablement dire que ta fonction, elle fait trop de choses, et donc il faudrait la découper. Ouais. Voilà, il y a ce genre de guideline dans le livre. Je suis d'accord avec pas mal des conseils qui sont dans le livre parce que je pense que ça aide à simplifier. Là, on parle pas d'esthétique, hein. On parle de simplification du code pour qu'il soit plus lisible par l'ensemble de la team. Oui. Et pour revenir sur la question de la subjectivité, je pense que des fois, tu as du code que tu vas trouver élégant parce que tu dis « Ah, il est bien conçu » ou ça utilise tous les derniers patterns à la mode, que ce soit au niveau du langage ou au niveau de la conception logicielle. Et donc ça, on peut trouver ça esthétique. Certaines personnes peuvent trouver ça esthétique. Oui. T'as aussi la question des courants, par exemple, t'as la programmation orientée objet ou la programmation fonctionnelle, alors les gens qui aiment la programmation fonctionnelle, généralement, vont trouver du code fonctionnel esthétique, et ils vont pas aimer voir du code orienté objet, et inversement, tu vois. Donc là, encore une fois, il y a une question de goût. Moi, je trouve que, personnellement, le truc qui m'importe, je sais pas si ça vient du craft ou d'autres choses, mais c'est que toute l'équipe aille dans la même direction. C'est-à-dire qu'en vrai, on s'en fout que tu appliques clean code ou pas clean code, on s'en fout que tu fasses du fonctionnel ou de la PO. L'important, c'est que toute la team soit réunie autour de grosso modo, l'esthétique du code qu'on veut suivre, c'est ça. Et les guidelines qu'on veut suivre, c'est ça. Donc finalement, ma réponse, elle était bonne. Puisque si toute la team décide de faire du mauvais code, alors la seule guideline qu'il faut suivre, c'est de continuer à faire du mauvais code. Tout à fait, à condition que ton équipe, elle soit d'accord sur quelles sont les qualités d'un mauvais code. En fait, c'est quoi les guidelines qui t'amènent à faire ce mauvais code ? Il faut que ton mauvais code, il soit homogènement mauvais, tu vois.
Il faut par exemple, si pour toi, un mauvais code, c'est des fonctions de 20 paramètres, fine, il faut peut-être écrire, attention, chaque fonction doit avoir au moins 18 paramètres et pas plus de 22. Tu vois ce que je veux dire, en fait ? Parce que en vrai, encore une fois, le code magnifique de quelqu'un va être le code dégueulasse de l'autre, et peu importe. Ce qui importe, c'est de dire pourquoi on veut que ce code il ait cette forme-là, qu'est-ce qui fait qu'il aura cette forme-là. Mais je pense que justement, c'est le fait qu'il n'y ait pas de règle qui pose un problème. Parce que Ouais. jamais on va te dire fais du mauvais code explicitement. Il faut que cette fonction ait minimum 18 paramètres, ça n'a aucun sens. Peut-être le nombre Non, de paramètres, bah- c'est peut-être pas le bon problème. On peut prendre un autre exemple si tu veux, un peu plus concret. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est un débat que j'ai eu. La longueur des noms de fonctions. Ouais, j'ai un collègue, il faisait des fonctions qui s'appelaient do, get, make, que des micro-mots comme ça. Du coup, c'est pas très clair quand tu découvres la code base. En gros, elle fait quoi cette fonction ? Tu es obligé de lire le code pour savoir ce qu'elle fait. Moi, je suis plutôt de l'école, et c'est un avis personnel, où je mets des noms de prénoms en fonction, quoi. Ça va être make the request object and send it to the worker, tu vois. If possible. If possible, or throw. J'exagère un petit peu, mais grosso modo, moi, je suis plutôt à l'aise avec les noms plutôt verbeux. Parce que, le but étant d'être très très précis et de ne pas avoir à lire le code de la fonction pour savoir quand elle est appelée, qu'est-ce qui va se passer. Oui. Donc mon but, c'est de réduire, mon objectif est de réduire le nombre de clics nécessaires et le nombre de lignes lues pour comprendre ce que fait une fonction. Je pense que pour moi, si je vais faire des guidelines de code, ce serait justement de commencer par le but. Donc en gros, c'est le problème qu'on veut résoudre. Pourquoi on a des guidelines ? Parce qu'on veut pouvoir lire notre code très rapidement. Comment on fait pour lire notre code très rapidement ? On ne veut pas avoir à devoir rentrer dans chaque fonction qui est appelée par une autre fonction. Comment on fait pour ne pas avoir à rentrer dans chaque fonction ? Eh ben, on donne des noms longs et explicites, et très pratiques à nos fonctions. Oui, c'est un bon exemple, et ça revient à l'adage, un compilateur est capable de compiler n'importe quel code, même le plus horrible du monde. Par contre, le lecteur, la personne qui va passer après toi, et ça peut être toi dans 3 mois ou dans 6 mois, hein, Tout à fait. va devoir relire ce code-là, le réinterpréter, comprendre ce qu'il fait, peut-être même repasser sur certains changements qui ont eu lieu. Et c'est là où est toute la difficulté, et je pense que ça rejoint quelque chose. Enfin, je pense que c'est important d'avoir des bonnes guidelines et de se dire ce qu'on veut faire en commun. Mais là, en l'occurrence, ce qui embête Sébastien, c'est que ses collègues se fâchent, soufflent et rechignent. Alors effectivement, peut-être que proposer des améliorations dans les pull requests, je sais pas. Peut-être qu'à l'écrit, c'est pas toujours facile. Peut-être que simplement aller voir la personne, on en a déjà parlé, il me semble, dans l'épisode sur les pull requests. Peut-être que simplement aller voir la personne et lui en parler directement et non pas l'exposer, ça peut être une manière un peu plus simple de faire passer certains changements. Ouais. Au-delà de ça, comment amener ces propositions de guidelines et comment rédiger un petit peu l'aspect clean code, c'est pas facile de démontrer que quelque chose est plus intéressant et certaines personnes sont très peu sensibles à ça. J'ai l'impression que c'est quasiment comme de la littérature, tu peux dire ce livre était bien écrit et quelqu'un d'autre va te dire je m'en fous totalement, quoi. On retourne dans le subjectif, quoi. Ouais. En fait, je pense que le but du jeu, là, c'est de se dire on est une équipe, on est censé co-construire un truc ensemble, donc il faut qu'on aille dans la même direction. Et potentiellement, si les gens ne sont pas d'accord sur le style du code qu'ils veulent adopter, il faut qu'ils se posent des questions du niveau du dessus, quoi. Qui est, en gros, quels sont nos objectifs d'équipe quand on écrit et qu'on lit le code des autres, tu vois. Ouais. Est-ce qu'on veut écrire du code qui est méga performant sur les plateformes sur lesquelles il tourne ? Dans ce cas-là, on est prêt à faire des concessions sur l'application de certains patterns, par exemple. Oui. Ou est-ce qu'on sait que notre code est très complexe et que beaucoup de gens vont interagir avec, donc on veut une lisibilité maximisée, tu vois. Oui. Chaque projet est différent. Ce qui est important, c'est qu'on se pose les bonnes questions, je pense. Dans quelle direction on veut aller ? Une fois que tu sais dans quelle direction tu veux aller, c'est facile, même sans aller forcément dans la guideline hyper pratique. Tu peux dire, voilà, le but c'est que notre code soit lisible. Rien qu'écrire ça déjà, et dire qu'est-ce qui fait qu'il est lisible, sans mettre des règles, tu vois, mais juste dire, il faut que j'ai pas besoin de naviguer d'une fonction à l'autre, par exemple, pour comprendre ce que ça fait. Rien que ça peut être une règle qui suffit dans les guidelines. Et une fois que tu as réussi à t'accorder avec tes collègues, normalement, ça devrait aller un peu mieux. Parce que l'important, c'est d'arriver à un accord, en fait. C'est-à-dire, on est d'accord que le code qu'on veut écrire ensemble, il doit avoir telle propriété, telle propriété, telle propriété. Une fois que tu as ça, c'est beaucoup plus facile dans une pull request de dire, le code que tu as ajouté, il n'est pas en accord avec ce qu'on avait dit qu'on faisait. Oui, ce que tu me dis quelque part, c'est qu'il faut être d'accord sur le fait que certains critères soient plus ou moins objectifs. Tu ne peux pas tout accomplir, mais essayer d'obtenir un consensus sur des critères objectifs.
Et après, tu peux même les mettre en application via des outils. Je me souviens qu'on en avait discuté, par exemple, via des linters ou des choses comme ça. Et même si c'est des règles qui n'existent pas, tu peux les créer toi-même. Il me semble que tu m'en avais parlé. Mais déjà, si tu proposes l'adoption d'un linter et d'un certain nombre de règles, souvent, tu as des bundles de règles qui existent déjà et qui permettent d'avoir une bonne base de départ, entre guillemets, en tout cas sur la forme que peut prendre ton code, aussi bien que sur le fond. Ouais, clairement. Donc là, le but, ce serait d'automatiser une partie de l'évaluation des pull requests et donc d'éviter d'avoir des discussions irritantes. Parce que souvent, il peut y avoir un peu d'ego quand tu lis une pull request. Alors, il peut y avoir de l'ego et il peut y avoir de... Comment ça s'appelle déjà ce phénomène ? Quand tu as bossé beaucoup sur quelque chose, tu es persuadé que c'est trop tard, il faut l'accepter comme il est. Parce que je vais pas me retaper 10 jours de travail, tu vois. Ouais. D'ailleurs, ça peut être un autre problème. Tu veux te mettre dans les bottes de la personne qui a écrit la pull request. Donc quand tu lui fais un commentaire, peut-être que ton commentaire il est pas appréciable du point de vue de l'autre personne en fonction de l'effort que ça lui a demandé, en fonction des contraintes qui lui ont été imposées pour écrire le pull request. Et deuxièmement, plus tu peux retirer de choses manuelles dans la conversation, mieux c'est. En fait, il y a tellement de trucs à dire, le sujet est hyper intéressant. Oui, c'est assez intéressant ce que tu nous dis. L'objectif, c'est de rationaliser un maximum les paramètres sur lesquels tu vas faire des propositions. Ce que je voulais ajouter, c'était peut-être de minimiser le coût en termes de développeur experience. Si par exemple, c'est pénible parce que tu peux savoir qu'il y a des soucis dans ton code vis-à-vis des guidelines collectives, que quand tu fais passer ton code à la moulinette ou à la CI toutes les X minutes, etc., ça peut être compliqué d'onboarder les gens sur ce genre de trucs, tandis que si tu proposes à tes collègues un workflow qui est simplifié avec peut-être un plugin dans l'IDE qui va corriger automatiquement leurs erreurs dès qu'ils appuient sur enregistrer, ou des choses qui font que ces changements sont transparents, ça peut être des arguments supplémentaires lorsque tu veux leur proposer ce genre de changement. Ouais, en gros, tu leur fais gagner du temps quelque part, tu rends la tâche moins pénible pour eux, en rajoutant du feedback ou de l'automatisation pendant le développement. Oui. Ouais, très bon point. Et j'avais peut-être un dernier truc à ajouter, c'est, avant de critiquer quelque chose, c'est mieux de critiquer quand tu as une preuve que c'est problématique et que la personne à qui tu le dis, elle a déjà vécu ce problème. Par exemple, moi je suis confronté des fois à des gens qui veulent pas beaucoup typer leur code. Dans le monde JavaScript, c'est fréquent. Et je leur dis, souviens-toi, l'autre jour on a eu un bug en prod avec marqué l'équivalent de la null pointer exception, accessing machin of undefined, qui est très classique quand tu fais du JavaScript. Et je leur ai dit, le moyen qu'on a eu de résoudre ça, c'était de détecter l'erreur pendant le développement et donc de mettre en place du typage. Et quand tu rappelles ça, les gens ils disent, ah ouais, ok. Je comprends l'intérêt de typer. Ça nous permet d'éviter d'avoir des sueurs froides en production, tu vois. Donc je pense que l'argument d'une remise en question de ce qui a été fait dans une pull request aura plus d'impact si les gens savent pourquoi ils doivent faire cet effort. Et si possible, ils le savent parce qu'ils ont déjà vécu la souffrance d'avoir à y faire face. Tout à fait. Est-ce qu'on a répondu à la question de Sébastien, à ton avis ? J'espère. Oui, il y a quelques éléments en tout cas qui, j'espère, lui permettront de communiquer avec ses collègues et de lui permettre de faire des propositions, peut-être un peu offline, pas forcément sur les pull requests, et peut-être de mettre en place certains outils. En tout cas, s'il peut nous dire comment ça s'est passé, si jamais il a fait ses propositions, ça nous intéressera. Et s'il a d'autres questions à la suite, ça peut être intéressant de nous les envoyer. Oui, clairement, n'hésite pas à nous tenir au courant de comment ça évolue, Sébastien. Peut-être même qu'on a mal interprété ta question, donc n'hésite pas à la raffiner. Et pour les autres, on serait ravis de répondre à vos questions, à votre tour. Donc n'hésitez pas à nous envoyer les situations un peu problématiques que vous vivez au bureau. On pourra les traiter lors des prochains épisodes du SAV de la Tech. Pour ça, il suffit de se rendre sur notre tout nouveau site web, le sav.tech, pour nous envoyer vos questions. Vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez, ou sinon on sera ravis de mentionner votre prénom dans l'émission, c'est vous qui choisissez. Merci Adrien, et merci à vous, auditeurs, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ciao ciao. Bye.